Bienvenue à ce débat du dimanche. La présidentielle nigériane avec la victoire de Buhari, les attentats de Kenya, les Shebab qui reviennent. On va également parler dans cette émission de cette explosion près de Bamako à Sirakoro Megetana plus précisément. Des questions qui seront abordées par nos invités Adam Cham du Républicain, Mahamadou Konaté, enseignant, chercheur, Maître Mamadou Ismaël Konaté, avocat, et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Présidentielle nigériane, Goodluck n'a pas eu de chance. Il a été battu par le général Mohamed Buhari, le candidat de l'APC, qui a recueilli près de 53% des suffrages. Le président sortant Goodluck Jonathan, qui n'a pas attendu la publication officielle des résultats pour féliciter son challenger. Nous allons donc venir aux raisons du désaveu de Goodluck Jonathan Mamadou Konaté. Mais déjà, la semaine dernière, on disait que ça va être très difficile pour lui de remonter la pente. Avant donc d'en venir aux enseignements, aux leçons à tirer de cette présidentielle, quelles sont selon vous justement quelques-unes de ces raisons-là, les raisons du désaveu de Goodluck Jonathan? Je pense que c'est tout d'abord son échec criant face à la force de frappe de Boko Haram, qui continue à faire des victimes au Nigeria avant les élections, et même le jour des élections, il y a quand même des morts dans une contrée du Nigeria, et aussi la corruption qui n'a pas su vraiment combattre efficacement. Il me semble les deux raisons qui expliquent le fait que les populations nigériennes ont préféré donner une chance à Buhari pour le mandat. Voilà ce que je pense des raisons qui ont motivé un peu la victoire qui est la sienne aujourd'hui. Maître Konaté, sur la question. Oui, à la suite de mon frère Mahamadou Konaté, je voulais dire que... Vous, c'est Mamadou. Mamadou Konaté, pour être plus précis, je dirais Mamadou Ismaël Konaté. Tout à fait. Dit petit. Pour aller dans son sens, il faut rajouter vraisemblablement une incapacité totale d'un homme à la tête d'un État aussi important que le Nigeria à tenir véritablement le gouvernail et à donner le là. Je pense qu'il y a très très longtemps que le leadership de Goodluck Jonathan s'est affaissé. S'est affaissé d'abord localement parce qu'il a fait l'objet d'une contestation assez forte, non seulement dans son propre camp politique, mais également en face de l'opposition. Et en même temps, au plan international également, nous avons vu Boko Haram et toute l'incapacité justement à prendre en main toutes les actions qui étaient nécessaires aujourd'hui pour lutter contre ce phénomène qui était d'abord interne avant d'être international. Mais je dirais simplement que Goodluck, c'est aussi un pouvoir vieillissant. C'est aussi un système politique qui est à la fin, aux antipodes des choses. Et c'est aussi visiblement et vraisemblablement la situation d'un homme qui, on le sent, n'était pas préparé à jouer les premiers rôles. Il s'est retrouvé à jouer les seconds rôles pendant très très longtemps, et par un phénomène de la nature, donc la mort du président qui l'avait précédé, Yar'Adua, qui l'avait précédé, il s'est retrouvé à prendre un peu les manettes. Et c'est vrai que le système du Nigeria, c'est un peu comme en Algérie. On a un conglomérat de généraux qui ont aujourd'hui une puissance et une force de frappe terrible à l'intérieur, et aller à l'encontre de ces généraux, c'est aussi prendre des risques que, à coup sûr, il a payé. Serge, le président qui a perdu Goodluck Jonathan, c'était pas un incapable, maître. Il a un excellent bilan économique. Mais je pense qu'il y a eu effectivement Boko Haram. Et que entre l'économie et la sécurité, ça doit donner des idées à d'autres hommes politiques, entre l'économie et la sécurité, les populations ont choisi la sécurité. Il y a eu Boko Haram, mais Boko Haram seul n'explique pas tout, comme le disaient les deux Konaté. Il faut éviter d'inviter deux Konaté parfois. C'est que, effectivement, à un moment, il avait des problèmes à l'interne de son parti. Vous avez vu que l'ancien président, par exemple, Obasanjo, l'a lâché à un moment, et je pense que ça a dû jouer dans la balance. Oui, Adam, sur les raisons de la défaite de Goodluck. Je crois qu'on l'a dit, il y a le bilan de Goodluck face à la lutte contre le terrorisme, ça a dû jouer. Goodluck a toujours été considéré comme un président assez faible.
Et puis il y a la question de la légitimité, parce que Maître Konaté l'a évoqué, quand il remplaçait Yorodoa, l'élection suivante, on a pensé effectivement que c'était un nordiste qui devait venir. Or, le poids démographique du nord est très important. Et puis Bouhari a eu simplement un programme électoral beaucoup plus séduisant, avec vraiment un projet plus sérieux de lutter contre la corruption, avec un projet plus sérieux de renforcer je crois la puissance économique du Nigeria, qui, je le concède, n'était pas mauvaise sous Bouhari et sous Goodluck. Et puis je crois que ce qui s'est passé simplement, c'est que ils ont plus voté contre Goodluck que pour Bouhari. Ok. Maître, il a été battu, oui. Est-ce que je peux ajouter un élément qui, à mon sens aussi, a pu jouer en sa faveur? Je parle de Bouhari. C'est son antécédent, de général, de militaire. Il faut quand même rappeler qu'il a dirigé le Nigeria de 83 à 85. Ouais. Et il s'est fait une réputation d'homme de rigueur. Donc certains pensent que la sécurité, à leurs yeux, est beaucoup plus importante aujourd'hui que n'importe quelle autre question. Donc avoir un tel homme politique avec un tel background peut servir à réussir la lutte contre Boko Haram. Ok. Maître, il a été battu, mais même dans cette défaite, il sort grandi, puisqu'il a félicité le vainqueur avant même la proclamation officielle des résultats. Ça a évité quand même une crise post-électorale, puisqu'en 2011, il y a eu plus de 1000 victimes dans ces crises-là. C'est une évidence absolue. Ça veut dire qu'en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, on prend quand même conscience d'un certain nombre de situations. L'hypothèse que vous évoquez est une hypothèse à laquelle nous avons assisté au Sénégal, lorsque Abdoulaye Wade a été battu par Macky Sall, et ailleurs. Et c'est vrai que c'est une nouveauté au Nigeria. Au Mali, mieux. Même oui, nettement, au Mali, il s'agissait de deux frères. Oui, mais au Mali, le problème, c'est qu'il n'y a pas l'un n'était pas au pouvoir. Non, au Mali, il s'agissait de deux frères qui ont décidé. La situation politique était quand même. Aucun n'était au pouvoir au Mali. Oui, alors, non, je reviens juste sur ce point-là. Je termine quand même qu'il s'agissait de deux frères. Je confirme que Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé sont deux frères. En tout cas, ils l'ont dit. Et deuxièmement, la visite a lieu à domicile d'ailleurs. Et je pense que ce phénomène a joué un rôle essentiel. Mais c'est vrai que les populations africaines que nous sommes aujourd'hui avons du mal à supporter justement les phénomènes post-électoraux qui amènent à la violence. Il a été grand, c'est vrai, il n'avait pas le choix. Parce que l'écart était tel, à 2 millions de voix de différence, je pense qu'il n'y avait aucune espèce de place à la discussion à ce niveau-là. Il n'avait pas le choix, mais il aurait pu réagir négativement, ce qu'il n'a pas fait. Je pense qu'il faut le saluer pour cela. Mais en dehors de ça, moi je me méfie toujours des situations de généraux qui reviennent au pouvoir. Ce n'est pas forcément une excellente chose. Il faut rappeler simplement qu'entre 83 et 85, il est arrivé à la suite d'un putsch militaire et qui n'a pas été des plus tendres. Ouais. Rappelez simplement le prix qu'a payé Fela à Nicolas Poukouti, et son fils d'ailleurs est en train de monter au créneau justement pour rappeler toutes les exactions dont ont été victimes un certain nombre de Nigérians. Ce n'était pas une drôle. Donc en fait, moi, ce n'est pas un satisfecit que je donne au général Bouhari. J'attends de voir. En plus, il a 72 ans. Oui, dans la deuxième partie de l'émission, on va parler de l'homme, les défis qui attendent Bouhari. Mais déjà, Serge, on peut dire que quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer sur le continent. C'est qu'on est en train d'assister vers une démystification des pouvoirs des présidents sortants. Tout à fait. Ils peuvent être battus démocratiquement dans les urnes. Tout à fait. Et si vous voulez, on peut, permettez l'expression, on peut magouiller moins les élections. Parce que vous avez maintenant, comme le dirait l'autre, des téléphones portables qui fonctionnent. Les gens sont plus vigilants. Et je voudrais quand même dire que j'ai apprécié le président sortant parce qu'il prouve encore une fois que après le pouvoir, il y a une vie. C'est-à-dire que c'est pas la peine de vouloir tout le temps se cramponner au pouvoir. Et ça m'a vraiment impressionné. Son calme, il a appelé, comme vous l'avez dit. Et puis finalement, vous avez perdu. Vous faut pas être de mauvaise foi, comme parfois mettre, je ne dirais pas le reste. Voilà. Adam, cette transition, malgré le fait que Goodluck ait été le président sortant. Mais non, il a été très élégant. On peut dire même que il sauve quelque part, il contribue à sauver la démocratie nigériane, même s'il a perdu l'élection. Dans les raisons de sa défaite, tout à l'heure, j'avais oublié un fait très important, c'est que son parti avait éclaté. Le fait de ne pas avoir Obasanjo avec lui était très important, et une grande partie donc de l'électorat du sud Yoruba est allé avec Bouhari. Là, moi, je rejoins Maître Konaté sur un plan, c'est que le
le palmarès de Buhari en matière de protection des droits de l'homme est relativement inquiétant. C'est vrai que depuis 1999, le Nigeria est entré dans l'ère démocratique et ce qu'un président putschiste pouvait se permettre en 1985, ce serait très difficile qu'il le refasse, mais c'est un fait, il n'était pas vraiment un amoureux des libertés fondamentales. Et puis, je crois qu'il a même été, à un moment donné, un partisan de Boko Haram. En tout cas, il a défendu Boko Haram plusieurs fois contre Abuja, et en utilisant le prétexte que les rebelles du Delta étaient mieux traités que Boko Haram et que ce n'est pas juste. Et c'est seulement il y a, je crois, un an ou un an et demi qu'il a pris position de manière assez claire et assez ferme contre Boko Haram au point d'échapper à l'attentat de Kaduna l'an dernier. Ok, Konaté, justement, les défis du général Buhari, on peut dire qu'ils seront les points sur lesquels Goodluck Jonathan a été insuffisant. Ce seront les défis. Oui, j'en suis certain. Mais il faut ajouter, et j'en conviens avec... Boko Haram, par exemple, est-ce qu'il pourra résoudre l'équation Boko Haram? Il a de fortes chances de pouvoir le faire. En tout cas, c'est ce que les Nigérians semblent croire. Comme je vous l'ai dit, beaucoup pensent que son passé de militaire peut être un élément positif pour réussir le combat contre Boko Haram. Maintenant, le temps nous dira si cela s'avère ou pas. Mais je voudrais juste ajouter qu'en dehors de ces deux défis, la lutte contre Boko Haram et puis la lutte contre la corruption, il y a aussi l'économie. Je pense qu'il ne doit pas oublier, malgré que le prix du pétrole en ce moment n'est pas à un niveau appréciable, d'investir dans ce domaine pour ne pas que les populations en viennent à manquer de satisfaire les besoins essentiels. Donc, je pense qu'il doit se battre sur plusieurs fronts et ça va pas être difficile. Je pense que son épouse l'a rappelé, juste après son élection, pour dire que les défis seront grands. Attendez de voir, je pense qu'il a beaucoup de chance de son côté et la communauté internationale est en train de s'organiser. Bientôt, il va y avoir un sommet en Afrique, mercredi, à Malabo. Voilà, à Malabo, qui n'est pas vraiment anodin, qui est très important. Les pays de la zone et puis même de l'Afrique de l'Ouest qui vont s'organiser pour voir comment coordonner leur stratégie pour lutter contre Boko Haram. C'est important. C'est vrai, il y a Boko Haram, mais il n'y a pas seulement Boko Haram. C'est-à-dire que pour moi, le Nigeria n'est plus la puissance militaire de l'époque. C'était le bras militaire de les Comog étaient de l'ECOMOG à l'époque, c'est-à-dire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Buhari devrait, à mon avis, être obligé de composer avec des pays comme le Tchad, dans la sous-région, pour pouvoir lutter contre Boko Haram. Mais l'autre défi, c'est quand même l'unité nationale. Vous voyez quand même qu'on parle de Boko Haram, ce sont des extrémistes, et pourtant on nomme le pays démocratiquement a élu Buhari qui est musulman. Donc il n'y a pas de problème de religion dans ce pays-là. Mais donc il doit tenir compte de ça pour réconcilier les Nigérians, pour lutter contre la corruption également. Et puis l'autre problème, c'est la place du Nigeria quand même dans le concert de la sous-région. On a eu l'impression que le Nigeria n'occupe plus cette place-là. Je disais, la dernière fois, je parlais du poids démographique du Nigeria en disant que sur 4 ressortissants de la CEDEAO, 3 sont nigérians. Il y a un poids démographique. Il faut que le Nigeria, dans la sous-région, et j'en aurais terminé par exemple, il faut que le Nigeria puisse entretenir des relations économiques comme le Maroc entretient des relations économiques avec toute une partie de l'Afrique. On ne sent pas cette solidarité du Nigeria vis-à-vis des pays de la sous-région. Oui, malgré sur les défis. Exactement. Oui, les défis. Juste sur la fin de Serge, il faut mettre en avant aussi... La fin de Serge. La fin de l'analyse de Serge. Ouais. Je ne veux pas être fatal pour Serge. Je parlais de la fin de son propos. Je parlais de la fin de son propos pour dire simplement, pour dire simplement que la principale barrière, justement, c'est aussi la langue. Quand on prend le pays de l'Afrique de l'Ouest qui est le plus immédiatement frontalier du Nigeria, c'est quand même le Dahomey, enfin le Bénin. Ton pays, excuse-moi, le Dahomey, Bénin.
Quand on voit aujourd'hui le commerce se fait encore à un niveau très très faible et les échanges ne sont pas très percutants à ce niveau-là. Le Nigeria s'est pris pour une grandeur militaire. On a l'évidence aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Le Nigeria est une puissance économique. Non pas que le gouvernement nigérien y est pour quelque chose, c'est que les Nigériens en tant que tels constituent une force économique, des acteurs économiques. Il faut voir aujourd'hui les levées de fonds qui se font par les Nigériens et les opérations qui sont menées par eux. Donc en dehors de cela, les défis majeurs aujourd'hui, moi je pense que ce président nouvellement en place doit d'abord nous clarifier de manière très très nette sa doctrine en tant que démocrate. J'ai quelques doutes. Vous en doutez Oui, bien sûr. Non, j'ai quelques doutes encore. C'est par les circonstances actuelles internes qu'il a surgi, qu'il est président de la République. Il faut qu'il ramène donc le nord au sud et le sud au nord. Il n'y a pas de problème religieux, mais il y a un problème d'assemblage géographique. Les 20 dernières années nous ont donné l'occasion, parce que simplement les uns et les autres se sont impliqués par rapport à ça, pour réunir le sud et le nord du Nigeria. Et aujourd'hui, les clivages sont là. Et deuxièmement, ces clivages sur la base politique peuvent avoir des relents religieux et ethniques. Troisième point, aujourd'hui, le Nigeria ne peut pas continuer à rester confiné à l'intérieur du Nigeria, des frontières. Je pense qu'il faut sortir, retrouver la CEDEAO d'une part et retrouver l'Afrique d'autre part. L'Égypte prend des initiatives à ce niveau-là. Oui, Adam, sur la question. Des défis, vous voulez dire? Oui. Non, mais il y a la question sécuritaire, il faut qu'elle soit très vite résolue. Et Konaté l'a dit, ce n'est pas que le Nigeria qui est un acteur dans ce domaine. Il y a une coalition régionale, même transrégionale, donc parce que c'est la CEDEAO et la CEMAC, et qui va se réunir mercredi pour affiner les contours de la lutte, de la stratégie de lutte contre Boko Haram. Le Nigeria était un obstacle à cela parce que les autres armées n'avaient pas le droit de suite sur le Nigeria. Je pense que très très vite, Buhari va lever cet obstacle. Et puis, je crois que son passé militaire là va jouer. Peut-être qu'on aura une armée nigériane plus capable, mieux outillée pour lutter contre Boko Haram. Mais le défi du Nigeria n'est pas que sécuritaire. Il y a le défi économique, surtout dans un contexte de chute du prix du pétrole. Il va falloir maintenir la dynamique qui a fait du Nigeria la première puissance économique de la région. Je ne pense pas que ce sera extrêmement difficile pour Buhari. Il a, de ce point de vue, un palmarès de lutte contre la corruption qui est éloquent. Maintenant, pour ce qui concerne la protection de la démocratie, parce qu'il va jurer sur ça, il y a les contre-pouvoirs. On n'est pas en 85. Je pense que les Nigérians ne le laisseront pas avoir effectivement la tentation qu'il a eue en 85. En parlant de tentation, Buhari est un putschiste qui devient président démocratiquement élu après 30 ans. Ça peut donner des idées à des Dadis, à des Yacouba Isaac Zida, à des capitaines qui peuvent peut-être vouloir revenir 30 ans après en Guinée ou au Burkina, mais ce n'est pas comme président démocratiquement. Ce n'est pas la première fois. Atete était un putschiste, il est revenu démocratiquement. Donc ce n'est pas la première fois. Effectivement, ça peut donner des idées, notamment à Dadis ou à d'autres, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Alpha Condé ? Oui, pourquoi on a dit dans 30 ans, puisque mais s'il est candidat. Mais le problème, c'est qu'il faut, ça ne m'inquiète pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes élu à la régulière, à partir du moment où vous respectez les règles du jeu, voilà, donc ça devrait pouvoir fonctionner. Et je suis moins pessimiste d'ailleurs que Maître Konaté là-dessus. Buhari, je ne le vois pas reporter une tenue militaire aujourd'hui, arrêter des opposants comme c'était le cas. Le Nigeria a quand même beaucoup évolué. On a changé. À l'époque, il y avait un coup d'État, quasiment 2 coups d'État par an. Il faut effectivement le voir à l'œuvre, mais je n'ai pas un a priori du tout défavorable à son égard. Il faut faire confiance en les putschistes, même s'ils se dévêtent de leur menton de putschistes pour revenir, pour se reconvertir démocrate. Mahamadou Konaté. Je pense que 30 ans après, ce serait un peu excessif de le qualifier de putschiste. Bon, il a été, mais ne croyez-vous pas en l'homme, dans sa capacité de changer, de changer de valeur, de changer d'idées, de changer de position. Bon, c'est quelqu'un, je suppose, qui a beaucoup appris pendant ces décennies. Le monde même a changé pendant ces décennies. Il n'est plus possible, je conviens avec Serge, tout le reste, c'est plus possible de faire comme avant. Et je pense qu'il y a une chance que Buhari soit un démocrate exemplaire. Il y a une chance. Mais même quand on est un démocrate au Nigeria, parce que le problème au Nigeria, ce n'est pas entre le nord et le sud.
Chaque fois, le président nordiste a un vice-président du Sud, et c'est le cas encore cette fois-ci. Ouais. Le problème, c'est à l'intérieur du Sud. Par exemple, il y a un conflit très très fort entre toutes les ethnies et les Ibo, et ce problème-là n'est pas résolu, et je pense que c'est un indicateur de la qualité de la démocratie nigériane que de résoudre ce problème sous Buhari ou sous son successeur. Ok. Deuxième thème de cette émission pour parler du Mali. Un mort dans l'explosion d'un domicile privé à Sirakoro-Meguetana. Sirakoro-Meguetana, c'est près de Bamako. Selon des témoignages recueillis sur place, un projet d'attentat de grande envergure aurait été découvert, et depuis le site en question a été bouclé par les forces de l'ordre. Maître Konaté, cette explosion à Bamako, rien qu'à l'entendre, ça fait peur quand même. Oui, ça fait peur parce que il y a quelque temps, on a assisté à ce qui s'est passé justement à la terrasse, et avec la flopée de morts qu'il y a eu. Les Bamakois sont sur leur qui-vive, justement. Toutes les explosions aujourd'hui sont synonymes d'attentats. Et c'est pour ça qu'en amont et en aval, la question de la communication doit être très très précise à ce niveau. Moi, j'étais malheureusement pas là quand ça se passait, et puis je me suis contenté de lire des dépêches et puis d'appeler par-ci par-là des gens aussi bien informés que mon excellent cousin Adam Cham et mon ami et frère Serge Daniel, tant qu'ils veulent parler. Par rapport à ça, on m'a dit oui, mais il paraît qu'on a déjoué un important attentat là-dessus. Jusqu'à présent, je n'ai absolument rien lu qui soit véritablement indicateur de cette situation-là. Donc, il faut faire extrêmement attention à ne pas affoler encore davantage. Et tout comme par ailleurs, une certaine presse s'est trouvée à indiquer que le domicile de cette personne avait été identifiée comme étant une personne qui avait été systématiquement en possession de ce genre d'explosifs. Et deuxièmement, qu'il serait en rapport justement avec les exploitants d'or à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, il faut qu'on nous donne la plénitude des informations. J'ai lu le communiqué du gouvernement qui n'était pas plus parlant que je ne pouvais comprendre, mais jusqu'à présent, je suis alerté et j'essaie de comprendre. Je n'exclus absolument rien, mais il faut que l'information soit précise et crédible. L'autre Konaté. Je pense que le communiqué du gouvernement veut juste dire que les enquêtes continuent. À ce stade des recherches, enfin des investigations, je pense que je vais rester prudent à ne pas faire trop de commentaires là-dessus, mais peut-être soulever quand même une question qui me taraude l'esprit depuis attentat ou pas, il est quand même inadmissible que en plein Bamako, quand même, des quantités de ces produits-là puissent être contenues, sauvegardées dans un domicile privé quelque part, qu'il y ait attentat ou pas, quand même, ça c'est J'en conviens, et cela a été dit également lorsque, à Samanko, on avait découvert une cache importante d'armes sophistiquées, d'armes de guerre. Et ça prouve que nos services de renseignement ont encore beaucoup d'efforts à faire. Et il faut qu'ils les fassent avec beaucoup de sérieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui interpelle tout le monde. Ils font ce qu'ils peuvent. Bon, il faut peut-être augmenter de vigilance. Et puis, je pense que les populations également doivent collaborer plus avec les gens. Vous savez, dans notre culture, on est un peu enclin à protéger les voisins, à couvrir. Quand on voit quelque chose de suspect, il ne faut pas hésiter à rapporter cela au service de police, au service de la gendarmerie. Ça, il faut qu'on le dise à nos frères et sœurs. Mais la question que je voulais soulever, c'est un peu troublant pour moi que depuis un certain temps, les attaques ne surviennent qu'à Gao, qu'à Bamako, qu'à Tombouctou. Rarement j'ai attendu de telles choses survenir à Kidal, par exemple, où l'État malien, on essaie. On va après parler de cette type de c'est des questions que je soulève, en tout cas, qui me tordent l'esprit depuis je me pose des questions. Pourquoi, alors, ici, et pas là-bas? D'accord. Bon. Sur Sirakoro, ce qu'on peut dire aujourd'hui, à mon avis, la première chose, c'est que c'était quand même illégal de détenir autant d'explosifs dans une maison. Donc ça, c'est illégal. Au début, on a parlé effectivement de grands projets d'attentats, notamment de choses proches de la gendarmerie, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que même si les enquêtes sont en cours, l'affaire se dégonfle plus ou moins comme une baudruche pour le moment. Pourquoi? Parce que
Le monsieur en question avait des relations c'était un orpailleur. Il avait probablement tout ce matériel pour les mines, mais est-ce qu'il ne travaillait pas entre-temps avec les islamistes et autres, on ne le sait pas. Il a des antécédents judiciaires. Ce que la police explique, c'est qu'il était rentré à l'époque dans un trafic de mercure. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Mais au-delà de tout cela, les enquêtes se poursuivent. Bon, il faut calmer les gens, oui, d'accord, mais ça pose effectivement le problème de la détention illégale, quand même, d'explosifs. On a retrouvé du TNT dans une maison. Vous avez la maison qui est détruite à plus de 50%. Ça pose un problème. C'est-à-dire qu'un citoyen n'a pas le droit d'avoir tout ce matériel chez lui. Surtout que c'est un taxi qui a transporté tout ce matériel dans ce domicile. Donc vous voyez, vous avez des dynamites qui traversent dans tout Bamako pour aller dans une maison. Donc c'est tout à fait illégal. Oui. Ramcham. Je ne sais pas. Pour l'instant, moi, je ne peux pas dire que c'est lié au contexte, que c'est un projet d'attentat. Je n'ai pas d'informations pour le dire. Ceci dit, il est vrai, effectivement, que ce n'est pas normal qu'on puisse détenir du TNT comme ça dans les domiciles. Mais au-delà de la question, ce que je remarque simplement, c'est qu'il y a un regain d'insécurité. Vous dites qu'on va en parler. Sinon, je n'ai pas de commentaire vraiment à faire sur le truc de Sirakoro, sauf que oui, je le lis à tous les événements aujourd'hui, me permettent de penser qu'il y a un regain de l'insécurité au Mali en général par rapport à la période de janvier 2013 jusqu'à décembre 2014 où il y avait 23 attentats et seulement entre janvier et maintenant, on peut dénombrer à peu près 14 attentats, affrontements entre l'armée et les fauteurs de troubles, des mines qui explosent. Et puis, bon, ça c'est... Oui, on va en parler. Et puis, ce n'est plus seulement au nord, ça s'est transporté aussi à Bamako. Et donc, on craint effectivement la généralisation. Mais justement, par rapport à cela, est-ce qu'il ne faudrait pas sortir de cette flopée de communiqués du gouvernement? Tout le temps, le gouvernement s'indigne, tout le temps, le gouvernement face à la consternation. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre des mesures vigoureuses? En Tunisie, après Bardo, toute la hiérarchie de la police a été relevée, ça rassure. Mais tout le temps, au Mali, on a l'impression que personne n'est responsable de qui que ce soit. Il y a des failles dans le système, dans le dispositif. Personne n'est sanctionné. C'est des communiqués, on passe jusqu'au prochain autre impair. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre des mesures à ce niveau-là, qu'on rassure la population, qu'on sanctionne, qu'on relève souvent s'il le faut, mais ça ne se fait jamais? Je conviens, je pense que vous touchez du doigt. Voilà, la chose. Et je pense que les deux démarches ne sont pas exclusives, peuvent aller ensemble. Les communiqués doivent continuer, l'expression de l'indignation du gouvernement doit continuer, ça ne doit jamais s'arrêter. À chaque fois qu'il y a une action d'insécurité, une action grave contre la sécurité de l'État ou contre la sécurité des personnes, les communiqués doivent continuer. Mais en parallèle, je conviens, il faut qu'il y ait des sanctions. Et c'est vrai que c'est la responsabilité du gouvernement de rassurer les populations à ce niveau-là, et même de dissuader également ceux qui continuent à chercher querelle. Parce que quand on connaît l'identité ou encore le niveau de sécurité incarné par les chefs responsables dans le pays, ça nous encourage parfois, je parle des terroristes, enfin des troubles, ça peut encourager à tenter n'importe quelle chimère économique qui nous vienne à l'esprit. Mais quand on a des personnalités assez crédibles, assez sérieuses et peut-être peu connues du milieu populaire, ça peut donner à réfléchir et ça va donner également du côté de l'État un certain avantage à ce niveau-là. En Tunisie, les deux assaillants ont été abattus 2 heures après. Mais ça n'a pas empêché le ministère de relever la direction de la sécurité. C'est évident. Surtout que ce gouvernement, le gouvernement malien, le président de la République, vous allez me le dire à la fin de son quinquennat, il sera jugé plus sur son bilan sécuritaire que sur le bilan économique. Ce n'est pas, à mon avis, normal qu'il n'y ait pas de sanctions, mais ce n'est pas, à mon avis, normal également qu'on ne se limite qu'à des communiqués parfois qui ne disent pas tout et l'essentiel. Lorsqu'il y a une faute, il faut sanctionner. Vous vous souvenez quand le président est arrivé
arrivé il y a bientôt 2 ans, il y avait des inondations dans un quartier populaire de Bamako, il y a une commission d'enquête, on n'a jamais sanctionné. Et si vous ne sanctionnez pas, c'est une faiblesse. Le président rêve d'un État fort, et on ne voit pas cet État du tout fort. Le très redouté, pour terminer, ministre de l'économie et des finances, ne sort aujourd'hui l'argent que pour la défense nationale, pour la sécurité. C'est devenu de fait le premier poste budgétaire. Mais si vous sortez de l'argent des Maliens pour acheter des armes ou pour assurer la sécurité des Maliens, il faut qu'en retour, les forces de sécurité ou ceux qui sont chargés de cette sécurité apportent la preuve que c'est nécessaire qu'ils font du bon travail avec cet argent qui est sorti. Sinon, les populations ne comprennent pas du tout. Ouais. Un mot là-dessus, sinon on continue rapidement. D'abord sur la question de la gestion de la communication de ça, je pense effectivement que si on y prend garde au rythme où l'insécurité va, c'est même plusieurs fois par jour, on a vu Boni, Boulikessi, etc. Je ne pense pas qu'on pourrait voir pour chacun de ces événements le porte-parole du gouvernement sur l'écran, sinon il sera beaucoup plus présent à l'ORTM que n'importe quel présentateur de ce journal. Il y a un problème à ce niveau, la gestion de la communication. Mais l'autre chose qu'il faut dire, c'est quand même le 28 avril 2013, je pense même que c'est une dépêche de l'AFP et qui parlait effectivement de la découverte d'une cellule dormante où 7 personnes ont été arrêtées. Et donc depuis 2013, on savait effectivement qu'il y avait de sérieuses menaces qui planaient sur Bamako. Il n'est pas possible, je crois, de prévenir tous les attentats. Ce n'est pas possible. Mais je pense très honnêtement qu'on serait mieux rassuré de savoir quelles sont les dispositions prises. Ce n'est pas quand on dit que c'est discret, il ne faut pas paniquer la population. Non, ce qui panique la population, c'est l'absence visible de mesures. C'est ça qui panique la population. Et je ne pense pas qu'on peut aussi veiller à l'insécurité simplement en cachant ce qu'on fait. Ce n'est pas possible. D'accord, on va revenir sur ces événements. Déjà le temps de parler de la fin de cette enquête internationale sur la manifestation sanglante du 27 janvier 2015 à Gao. Le rapport établit clairement, je cite, que les membres d'une unité de police constituée de la MINUSMA ont fait usage de la force de manière excessive et non autorisée contre des civils, entraînant la mort par balle de 3 manifestants et en blessant 4 autres. Le secrétaire général s'engage à veiller à ce que les personnes impliquées soient tenues pleinement responsables de leurs actes. Fin de citation. Mahamadou Konaté, ça a tout l'air d'un mea culpa, ce rapport de la MINUSMA. Oui, d'un mea culpa, mais également d'une interpellation. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas trop facile quand même? Il y a déjà eu 3 morts. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. Ça veut pas dire que c'est terminé. Je me demande, est-ce que c'est pas trop facile là? Je ne saurais dire cela. Mais les gens sont quand même... ils vont répondre de leurs actes. Absolument. C'est ça qui compte. Ça ne s'arrête pas là. Il va y avoir des poursuites. Ils ont rassuré. Il va y avoir des poursuites engagées dans les pays d'envoi de ces troupes-là. Et si possible, dans notre propre pays, il y a des mécanismes juridiques qui les permettent. Ça, c'est important. Et ils ne sont pas limités à avouer qu'il y a eu une faute de leur part, mais aussi que le gouvernement devrait respecter ses engagements vis-à-vis de la MINUSMA. Et à leur avis, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour encadrer nos manifestants. J'explique leur point de vue. Ok, c'est très bien, que ça soit clair. Je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit. Donc, qui n'ont pas pris les mesures nécessaires qu'il fallait prendre pour mieux encadrer ces manifestations. Mais bon, vous savez, moi je voudrais quand même que nos compatriotes sachent qu'il est bien pour leur propre sécurité, en cas de volonté de protestation, c'est notre droit le plus fondamental, de respecter quand même les permis de sécurité. On dit chez nous, Niame Achera Bonade. Donc on peut bien manifester notre colère, dire ce que l'on pense, mais en essayant de respecter... J'ai l'impression que vous essayez de justifier... Je ne justifie rien. J'explique, je suis quand même, ils sont chez eux, ils ont le droit de manifester. Non, mais nous sommes sur le plateau. Hein. Okay. Absolument. Non, même ici, chez nous. C'est pour Tangara. Même à Bamako, laissons la MINUSMA de côté. Quand nous on a marché,
la police était là, elle nous a encadrés. Ok. On n'a pas le droit d'aller où D'accord. on veut. Je ne suis pas en train de justifier, de défendre qui que ce soit. Ok. Je suis en train d'expliquer un état de fait. Et je n'ai pas compris, quand cela s'est passé, pourquoi les troupes qui sont à Gao, ce sont des Rwandais, et puis ouvrir le feu sur la population, même s'il est vrai qu'ils ont jeté des cailloux, Vous aurez la parole dans le deuxième tour de table. Dans le deuxième tour de table. Rapidement. Ouais. Jeter des cailloux, des molotovs, alors que quelques semaines seulement avant, à Menaka, il y a eu également une manifestation de la population. Il y a eu des jets de cailloux aux troupes d'aménagement stationnées là-bas, mais l'aménagement n'a pas réagi. Ok, Serge Daniel sur la question. Vous allez voir, vous allez regretter de ne pas être journaliste parce que nous on fait bref. Alors il y a deux choses, c'est-à-dire que la première chose, c'est qu'on savait depuis un certain moment que c'était les casques bleus de nationalité rwandaise qui avaient tiré sur la foule. La deuxième chose, l'ONU était obligée de le reconnaître puisqu'il y avait des caméras de surveillance, etc. Maintenant, si vous ne voulez pas avoir l'ONU, ce qui est simple, c'est d'avoir une armée malienne capable d'assurer la sécurité des Maliens et des Maliennes là-bas. Est-ce que ça va se reproduire? On ne peut pas dire non, mais ce qui est important, c'est la sanction. Les militaires rwandais sont sanctionnés, ils sont déjà suspendus, je crois qu'ils seront traduits devant les tribunaux. Maintenant, il faut tirer les conclusions. La première conclusion, c'est que chaque pays doit pouvoir assurer la sécurité de ses ressortissants. Maître Konaté. Oui, non, moi je voulais juste tirer une leçon, c'est qu'il y a une situation dramatique qui est arrivée à Gao dans des conditions que l'on sait. Une autorité a pris à bras le corps cette affaire-là, a mené d'abord, les enquêtes qui avaient lieu de mener, dans un certain temps qu'il faut saluer, et deuxièmement, à constater les fautes et à proposer des sanctions. Je pense que c'est ce qu'on entend d'une autorité, quelle qu'elle soit. Le souci, ce n'est pas qu'il y ait eu un comportement fautif et un préjudice. Le souci pour les populations, c'est de toujours comprendre tout le process à ce niveau-là. Tout comme les situations dramatiques qui arrivent dans nos pays. Vous avez parlé tout à l'heure de cette explosion à Sirakoro. Ce qui est inadmissible encore dans notre pays, c'est que rien n'est changé en termes de comportement et de comportement dicté. Juste un exemple. Moi, j'ai fait la route de Calaban tout à l'heure. D'un point A à un point B, j'ai dénombré 9 stations-service accolées à des domiciles le long de la... Service de quoi? De lavage de véhicules Non, station-service essence. Officielle, hein. Oui, c'est des Total, c'est des mobiles, c'est... Voilà. Mais à l'intérieur des quartiers. Imaginez simplement un pays dans lequel aujourd'hui nous avons affaire au terrorisme. Je veux dire, c'est des nids à ce niveau. Donc le comportement des Maliens n'a pas changé du point de vue de ces situations que j'évoque. Il n'a pas changé non plus quand vous regardez le long des routes. Allez sur l'avenue du Mali le matin, là où il y a la BNDA. Vous avez des centaines de véhicules qui sont garés le long des routes. Mais chacune de ces voitures-là peut comporter une bombe qui peut exploser à tout moment. J'ai dit, il faut qu'on revienne à des préceptes de base, mais pour encore que l'on soit là, encore faut-il que les autorités nous indiquent le chemin à prendre. On est en situation d'insécurité. Et dans une situation d'insécurité, il faut de nouveaux comportements à ce niveau. Que les populations respectent cela ou ne respectent pas cela, là c'est la sanction au bout du compte. Mais il faut que les choses changent, notamment à Bamako. Oui. Le mea culpa de l'ONU. Oui, non, mais vraiment, c'est à l'honneur de l'ONU d'avoir fait une enquête. Oui, mais nous avons vu, il y a combien d'enquêtes au Mali qui sont en cours, qui ne sont pas bouclées. Vous avez un exemple? J'ai énormément d'exemples. Je prends simplement l'enquête sur la tentative d'assassinat du président par intérim le 21 mai. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Non, il y a tellement d'autres exemples. Donc, c'est très bien que la MINUSMA ait pu reconnaître ce qui s'est passé. Et je pense effectivement que les sanctions doivent tomber. Maintenant, les sanctions tomberont où? Et c'est là que j'aimerais voir effectivement avec le juriste Kemet Konaté. Est-ce que c'est concevable effectivement que l'État malien juge ces soldats rwandais ici? Oui, c'est ça toute la difficulté. Ces soldats rwandais et autres sont sur notre sol sur la base de conventions et d'accords internationaux. Justement, ces conventions et ces accords prennent en compte ces situations comme celle-ci. Ils ne peuvent pas être jugés au Mali.
Ça va être difficile. Dans certaines conditions. Non, il y a des situations dans lesquelles ils peuvent être jugés au Mali. Et d'ailleurs, quand vous lisez le communiqué des Nations Unies, ils n'excluent pas cette hypothèse-là. En application donc des conventions internationales d'une part, des règlements militaires qui sont applicables au pays d'origine et des règlements militaires du pays de stationnement. Tout cela doit rentrer, mais tout cela n'a d'importance que lorsque on est véritablement informé. Donc aujourd'hui, un communiqué pour moi, fut-il un communiqué du gouvernement, doit être parlant. On va rapidement une chose quand même, c'est que le Mali, le gouvernement Mali a calmé le jeu dès le départ. Vous vous souvenez, quand le président de la République s'est déplacé tout juste après les faits pour se rendre à Gao, c'était pour calmer la population. On savait déjà que les soldats des casques bleus avaient tiré. Je voulais quand même souligner que le gouvernement malien a calmé les jeu. morts, les 3 morts, qu'est-ce qu'on en fait, Serge? Les 3 morts, ce sont des morts objectifs. Il fallait calmer peut-être les populations pour qu'elles ne se révoltent pas contre la milice. Ça n'est pas terminé, et c'est pour ça que moi j'ai dit à mes frères et sœurs, attention, veillez d'abord à votre propre sécurité, pour ne pas que demain on soit des victimes. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça à Gao. On peut pas dire ça aux jeunes de Gao. Ce n'est pas parce que tu n'as pas respecté forcément les consignes que l'ONU te tire dessus. Ce n'est pas normal. C'est pas ce que je suis en train de dire. Justement, dans le rapport, sans vous arrêter, il y a même un passage qui dit l'enquête établit que certains manifestants sont responsables de la tournure violente des événements. Moi, cette partie m'a irrité. Ils sont manifestants, c'est une mauvaise rédaction. C'est une mauvaise rédaction. Les manifestants ne peuvent pas être responsables de la mauvaise tournure pour une simple chose, pour une simple raison, c'est que, ils ne sont pas armés. Ensuite, imaginez une manifestation ici à Bamako et que la police ou l'armée tire sur la foule. On n'a pas à tirer sur une foule qui est en train de manifester. Il y a un dispositif de maintien d'ordre que l'ONU doit avoir, même si c'est à Gao, pour faire face aux manifestants et non tirer sur les manifestants. Donc celui qui a rédigé cette partie du communiqué n'a pas du tout sa raison d'être. Excusez-moi. Okay. Voilà, on reste justement toujours à Gao. Quand Chana n'est pas sur le plateau, on reste toujours à Gao avec ces tirs d'obus très tôt ce matin dans la ville, des tirs d'obus qui ont entraîné la mort de populations civiles. Est-ce qu'on peut dire que maintenant on essaie d'acculer ces actes émanant des ennemis de la paix, puisque tout cela pourrait mettre à mal le processus d'Alger, Mahamadou Konaté? Certainement. Il y a Gao, il y a Boulkessi, il y a Boni, il y a Douanza. Ça devient vraiment trop. Et il y a 2 jours, j'apprenais sur la session de télé France 24 que la force Barkhane était en train d'installer des dispositifs anti-balistiques, en tout cas pour contrer les tirs de roquettes et tout. Je ne connais pas leurs capacités, je ne connais pas le niveau de leurs capacités dans ce domaine, mais il est temps de réfléchir à élargir ces genres de dispositifs à toute cette région qui souffre aujourd'hui de ces tirs incessants de roquettes. Et l'État malien doit également... je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de dépenses qui sont en train d'être faites dans le domaine militaire. Le budget, c'est la défense. Absolument. Donc qu'est-ce qu'on attend? Enfin, ces tirs doivent cesser. Et ils doivent cesser, pas seulement, ils doivent cesser non seulement en augmentant le niveau de vigilance de nos forces de sécurité, mais également le niveau d'armement, mais également la collaboration avec les populations civiles. Okay. Et il ne faut pas conclure sur ce point-là, sinon, conclure sur ce point. Il ne faut pas qu'on oublie Kidal. Il ne faut pas qu'on oublie Kidal. Pourquoi, jusqu'à présent, Kidal semble être épargné? Ok. Maître Konaté, sur la recrudescence de la violence ces derniers temps, on peut facilement deviner que ce sont des ennemis de la paix. Si j'ai envie d'être machiavélique, je dis c'est presque normal et on devrait s'y attendre. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une situation de ni paix ni guerre. Et la grande difficulté aujourd'hui, tant que nous n'aurons pas signé les accords, que ce soit d'Alger ou d'ailleurs, nous ne pourrons pas faire le tri entre les gens qui sont dans la République et les gens qui sont hors de la République et qui prendront tous les risques et contre lesquels il faut avoir aucune hésitation à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, les turiféraires vont se donner à tout. Ils vont attaquer dans nos villes, ils vont attaquer dans nos villages, ils vont s'attaquer à tous les symboles de la République, mais c'est de bonne guerre à ce niveau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la communauté internationale qui est exposée à Gao et ailleurs est face à ce défi-là. Le gouvernement de la République du Mali, encore, je pense que toutes les chances ne sont pas perdues pour que les uns et les autres reviennent signer cela. Signer cela aujourd'hui, c'est le début
de la négociation en vue de la paix. Et signer cela aujourd'hui, ça nous permet de sortir livrés, donc la mauvaise graine, du bon grain à ce niveau, et les autres vont aller prendre des risques, et contre eux, il faut être sans pitié. Ce qui est frappant dans cette tir de roquettes, c'est que c'est la première fois que vous avez dans le nord, à Gao, des tirs de roquettes qui tombent sur des civils, sur des habitants. Ça, c'est important. Jusque-là, ils avaient raté les cibles, c'était à côté, c'était dans le fleuve, etc. Ils avaient essayé. Ils avaient toujours essayé, mais ils n'avaient jamais atteint. C'était un peu la réflexion que je voulais me permettre de faire. C'est comme si ils commencent à ajuster davantage leurs tirs. C'est-à-dire, donc, ils ont probablement des spécialistes qui les aident à tirer. C'est une hypothèse, hein, je n'affirme rien du tout. La deuxième observation que je voulais faire, c'est que Barkhane est intervenu, c'était d'abord... avant Barkhane, c'était l'opération Serval est intervenue en 2013, en janvier 2013, mais quasiment 2 ans après, vous voyez quand même qu'ils sont toujours sur le terrain et donc ce n'est pas terminé. Oui, voilà. Et à Gao, principal vigilant. Ils reprennent vraiment du poil de la bête. Voilà. Hein. De janvier à maintenant, il y a à peu près 14 actes d'attentats, d'insécurité, d'affrontements. C'est beaucoup. Je crois que leur objectif en tirant les roquettes, ça a toujours été de faire des dégâts. Peut-être que ceux qui sont en train d'apprendre maintenant, c'est s'entraîner à ce que la roquette tombe à Gao et pas hors de Gao. Et donc, en tombant à Gao, il y a des chances effectivement que ça fasse des victimes. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que zéro insécurité n'est pas possible. Il faut que nous soyons d'accord avec ça. Mais en même temps, nous savons effectivement que ces gens sont hors de Gao. Il y a la MINUSMA à Gao, il y a l'armée malienne à Gao, il y a Barkhane à Gao. Vraiment, c'est difficile d'admettre que les roquettes pleuvent sur la ville. Hein, les roquettes pleuvent sur la ville à cette fréquence-là, parce que c'est souvent que Gao a reçu des tirs de roquettes. Ok. On me fait signe que le temps qui est imparti est arrivé à terme. On ne pourra pas parler de cette fête de Pâques ensanglantée au Kenya. C'est normal, les deux Konaté ont été les plus bavards. Voilà, ce sera pour une autre fois. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche. Les invités étaient Adam Cham du Républicain, Mahamadou Konaté, enseignant, chercheur, Maître Mamadou Ismaël Konaté, avocat, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain, retrouvez l'émission sur notre page Facebook, sur le site de l'émission et également sur YouTube la semaine prochaine. On va les placer à la porte.